bien que les gamins soient au point sur ce qu'on a le droit de faire, pas le droit de faire, ce qui est autorisé à toucher, pas à toucher. Ce qui est interdit bien évidemment en poing et en pied, triangle génital, poitrine pour les filles. Et ce que les élèves doivent bien comprendre, c'est que les directs sont mobilisables, alors quasiment dans tous les sports de combat, hein, de percussion, de la ceinture jusqu'à la tête, pas en dessous. Les pieds, vous pouvez tout toucher globalement, à part triangle, à part poitrine, mais vous n'avez pas le droit de toucher sur le dessus de la tête. Alors ce qui peut surprendre les élèves et les collègues parfois, c'est que vous avez le droit de toucher en pied, dans le dos, dans les fesses. C'est autorisé. Mais on va voir que nous, on va le réglementer ça quand même, on va l'organiser avec les élèves. Sinon, ça peut vite tourner au grand n'importe quoi. Mais en tout cas, ça, il me semble que c'est indispensable de le faire connaître très vite aux gamins pour que les juges et les arbitres puissent, juger, donc relever, pas relever, et que les arbitres puissent intervenir au plus vite pour dire stop. Interdit, cible interdite, tireur au centre, en garde, allez. C'est ce qui va faire que les gamins vont pouvoir avoir une intégrité physique qui va être conservée, mais plus que ça, une intégrité morale. Parce qu'il y a des élèves émotionnellement, quand ils rentrent dans l'enceinte, leur première intention, c'est de ne pas mourir. Et si on ne peut pas les accompagner de ce point de vue-là sur ce qui est autorisé ou pas, et l'arbitre est là pour dire stop, ça c'est interdit. Ça va rassurer le gamin qui a une charge émotionnelle trop forte. Il y a des contraintes dans cette activité, mais moi des contraintes que je trouve plutôt des leviers. J'appellerais ça des leviers 1, on est en assaut, on n'est pas en combat. Donc quand l'élève il vous dit oui, le combat, moi le réflexe je disais non, assaut, pas combat, assaut. Et, ah oui, c'est vrai, mais ça impacte la représentation des gamins. De passer du combat à l'assaut, c'est à un moment donné sortir de l'idée qu'en combat, on vient pour en découdre et on va pouvoir se lâcher. Quand on est en assaut, c'est ah ouais, mais on doit juste toucher. C'est très bien, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et la deuxième chose, c'est qu'en savate boxe française, vous devez impérativement privilégier les jambes sur les poings. C'est-à-dire que réglementairement, l'arbitre peut stopper et mouliner avec les bras et dire attention, il y a une dominante en direct ou enfin en point. On n'est pas en boxe anglaise et on peut être sanctionné par un avertissement. Et ça, c'est important que les élèves l'intègrent. C'est-à-dire qu'ils peuvent stopper l'assaut et dire stop, prédominance des points, à la prochaine fois, avertissement. Ou simplement prédominance des points. Au centre, en garde, allez. Et là, les élèves, on va les recentrer sur le fait qu'il faut mobiliser les pieds et on les sort d'une représentation boxe anglaise qui, pour eux, est la plus médiatisée, où le but du jeu, c'est de mettre un KO. Moi, il y a deux conditions qui font que j'interdis la touche visage. 1. Les gamins ne contrôlent pas les touches. J'interdis la touche visage pour l'instant. Tant que la première étape n'est pas construite, le contrôle de la puissance, pas de touche visage. 2. Si les élèves ont des bacs dentaires. À partir du moment où les élèves ont des bacs dentaires, je refuse d'intégrer la touche visage parce qu'on n'a pas de protège-dents et un direct dans la bouche explose la bouche avec les bacs dentaires. Donc j'interdis. Et puis après, le troisième critère qui fait que j'intègre ou j'intègre pas, c'est aussi l'approche sur un plan émotionnel que les gamins ont avec l'activité. S'ils sont sur la réticence et l'appréhension, je ne veux pas surcharger émotionnellement les élèves. Donc j'essaie de doser ça au fur et à mesure. Et ce qui m'est arrivé de faire, alors avec les 6e, 5e, 4e, je pense que c'est impossible, sauf si on est dans un contexte favorable, mais notamment avec des 3e ou avec mes secondes, j'autorisais mes élèves à se mettre d'accord au moment de l'assaut. L'arbitre disait « Est-ce qu'on autorise les touches visage ?» À partir du moment où le contrôle de la puissance avait été construit. Et les élèves se mettent d'accord et disent « Ok, moi je suis d'accord, toi, moi je suis d'accord aussi, allez, les touches visage sont autorisées dans cet assaut-là. » Par contre, l'assaut suivant, l'autre disait « Moi je suis pas d'accord, il n'y avait pas de touche visage à ce moment-là. » Maintenant se pose la question de l'intérêt d'avoir une garde. Et là, j'ai pas de réponse à vous apporter, j'en suis désolé. Ça va être, moi je suis piloté d'abord par l'intégrité des élèves. Après la logique motrice et la logique de protection d'opposition, c'est quelque chose, c'est un choix qui vous appartiendra. Moi par contre, il y a les positions de Jecker et Hilton, c'est simple, Jecker et Hilton qui sont des références en la matière en scolaire, disent c'est une aberration de supprimer, ils ne le disent pas comme ça, mais ils disent qu'il ne faut pas supprimer la touche visage parce que la garde n'existe plus. Et leur discours qui est vachement intéressant, c'est de dire il ne faut pas construire le visage comme une cible à atteindre, mais comme une cible à protéger. Et donc, il amène les gamins à construire cette garde pour protéger cette cible et non pas pour dire tu dois toucher le visage. Et en fait, ça change globalement la représentation que les gamins vont avoir de cette touche visage. Sur la gestion du travail des élèves, moi l'expérience que j'en ai, c'est que ça a été des temps très très anxiogènes. C'est-à-dire que les premières fois où j'ai enseigné l'activité, je rassemblais mes gamins et là je me disais il faut que je les lance,
mais il faut que je les lance de façon assez cadrée quand même pour pas que ce soit le bazar et que ça parte dans tous les sens. Bah c'est parti dans tous les sens, hein. Au début c'était du grand n'importe quoi, les gamins avaient les gants, se tapaient dessus à moitié, j'ai été complètement débordé. Et puis je me suis dit, faut que je reprenne les choses en main, donc il faut que je cadre le temps et l'espace. Et cadrer le temps et l'espace, ça passe à mon sens par 3 impératifs. C'est comme ça moi que je l'ai construit. 1, ça va être cadrer l'espace par les plots. Et ça paraît très futile ce que je dis, et même très évident, mais dès la première situation, les élèves ont 4 coupelles par groupe, ils vont placer leurs coupelles dans l'espace, 3 mètres sur 3 mètres dans un premier temps, et dès qu'ils ont placé les coupelles, ils reviennent et je leur donne les consignes. À partir de ce moment-là, mes élèves seront si circonscrits dans un espace qu'ils seront moins invités à voyager dans le gymnase pour pouvoir aller embêter les copains, faire des bêtises, détourner les tâches, etc. On les circonscrit dans des espaces. La deuxième chose qui me semble importante, qui m'a semblé importante, c'est l'organisation dans cet espace. Globalement, sur les situations d'apprentissage, moi ce que je vous proposerais, c'est de fonctionner à 3. Alors vous allez me dire, il n'y a pas toujours des multiples de 3 dans la classe, hein, mais on essaiera de se débrouiller. Et quand on est par 3, toujours le même système de rotation. Dans l'organisation, 2 tireurs, première minute, tireur A travaille, tireur B fait travailler. Minute suivante, on inverse les rôles, minute suivante, le 3e rentre et c'est lui qui travaille. C'est-à-dire que ce système de rotation, j'avais décidé de le routiniser pour que les élèves aient des repères très concrets et qu'il n'y ait pas d'espace de liberté pour pouvoir faire autre chose que ce que je demandais. C'était donc première minute, A travaille, B fait travailler. Minute suivante, on inverse les rôles entre les deux. Minute suivante, C rentre et c'est lui qui travaille. Après, on peut l'organiser comme on veut, hein, mais c'est simplement d'avoir une routine de fonctionnement. Le 3e point, c'est ce porte-voix là. Et ce porte-voix, c'est moi. Dans le gymnase, il a fallu que j'ai une voix qui porte un peu. Au début, c'était pas gagné. Et puis, quand vous avez boxe française en début d'année, la première séance, j'étais à fun quoi, hein, derrière. Parce que moi, j'étais un peu trop énervé, un peu trop speed. Et je voulais que mes élèves pratiquent, se mettent en place, etc. Donc, je parlais bien fort. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où on pose la voix dans l'espace et que les élèves se déplacent, commencent, arrêtent au gré de ce que je leur dis, tous ensemble, ça évite une fois de plus des comportements de détournement de tâches, des errances dans l'espace qui font que les gamins vont faire autre chose que ce qu'on leur demande. Et plus je vais avancer dans la séquence ou dans le cycle, plus je vais déléguer à mes élèves le 3e homme, plus je vais déléguer cette organisation par enceinte. Et ça a une incidence sur mes assos. Les premiers assos, c'est moi qui les organise du début à la fin. Premier tireur au centre, saluez-vous, en garde, allez. Et je suis le seul dans l'espace à organiser toutes les enceintes. Je stoppe la reprise, suite à la pause, je relance sur la seconde reprise, etc., etc. Par contre, plus j'avance, plus je vais donner un chronomètre, une fiche de poule à mon petit championnat et ce sont les élèves eux-mêmes qui organisent. Donc il va y avoir des décalages dans le démarrage, mais de quelques minutes. On va travailler sur la première étape. Notre parti pris, ça va être d'entrer quasi directement dans les premières minutes sur les techniques en pied. Dès la première séance, premier contact avec les élèves, technique en pied. C'est-à-dire qu'on s'est refusé à faire du travail en direct pendant 1 ou 2 séances. À notre sens, aucun intérêt, c'est pas pour ça qu'on programme l'activité. Sinon, on fait de la boxe anglaise éducative. Donc, on va rentrer par les pieds quasi directement. Et ça pose problème. Pourquoi ça pose problème de rentrer par les pieds? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, centre de gravité projeté dans le polygone de sustentation, pas de souci, je suis stable. À partir du moment où je vais passer en appui unipodal pour réaliser une technique en fouetté, là, je n'ai plus ce polygone aussi grand et la projection du centre de gravité est perturbée. Ça veut dire que l'un des contenus phares du maintien de l'équilibre en fouetté, c'est le fait de pivoter son pied d'appui. À partir du moment, alors on voit pas bien, mais l'image de gauche, à partir du moment où l'ouverture du pied est totale, le centre de gravité se projette dans la pointe du pied. Je suis équilibré. Si mon pied n'est pas totalement ouvert, je vais reculer mes fesses pour m'équilibrer. Mon centre de gravité va être projeté en dehors de l'appui. Je suis mort, je ne peux pas être équilibré. Je ne suis pas équilibré, je tombe. Ou au mieux, si je ne tombe pas, je prends de l'élan pour essayer de conserver cet état de déséquilibre et je m'écrase sur la cible adverse. Donc je ne contrôle pas la puissance. Donc le contenu qui va faire que je vais réussir à contrôler la puissance, et ça il faut vraiment, il faut rappeler aux élèves, en tout cas moi je me suis rendu compte qu'il fallait, c'était le « je pivote ». Ok ? Là en direct, regardez,
Bam! Bon là c'est un élève qui, je le remets, hein, c'est un élève qui contrôle pas beaucoup. Alors plus que l'anecdote sur le côté un peu exagéré de ce qu'il fait, et encore que, regardez ce qui est intéressant ici, c'est la prise d'élan qu'il a et le fait qu'il finisse devant. Ça veut dire qu'il n'y a pas de phase de contrôle où j'essaie de ralentir mon mouvement. Donc là on est vraiment dans une logique de frapper. Et regardez cet élève là. Celui qui est à droite balance systématiquement ses coups parce qu'il ne pivote pas et il n'a jamais de phase de réarmée. La jambe elle est tout le temps tendue, il balance et il finit devant. On est sur un élève qui n'est pas équilibré et qui ne revient pas pour contrôler sa touche. Deuxième contenu que vous allez vivre après qui est essentiel, à mon sens, c'est la phase donc pivot et la phase d'armée tendue et réarmée. La phase de réarmée va faire que cette vitesse angulaire que j'ai accumulée va être annihilée par le fait de revenir très rapidement. Et la consigne métaphorique que je donnais à mes élèves, c'est la touche rebond ou la touche brûlante. C'est-à-dire que dès que j'ai touché, clac, je reviens rapidement. Et à ce moment-là, même si j'ai pris de l'élan, le fait de revenir très vite va faire que la vitesse angulaire va être totalement annihilée. Et donc, je ne m'écraserai pas contre mon adversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas l'exhaustivité, hein. Aujourd'hui, je ne vais pas vous proposer énormément de choses. Par contre, contrôler la puissance, 2 contenus. Pivoter, armer, réarmer. Si vous avez ça, globalement, les gamins contrôleront la puissance. Et je vais pousser la finesse de ces contenus-là. Pivoter, ce qui va poser problème et que vous allez rencontrer pour certains d'entre vous, c'est que comme on passe sur un appui, on recherche une stabilité totale. Ça veut dire qu'on va écraser le talon au sol et ce qui va nous empêcher de pivoter. Le paradoxe, c'est que pour pivoter, il faut que je diminue cette surface d'appui, je libère le talon et il faut que je fasse passer le talon devant. Donc en fait, le pivot va se faire sur la partie avant du pied. Et vos gamins, ce qui se passe en général, ils vous disent « mais j'arrive pas à pivoter ». Ouais, c'est normal, parce que le gamin, il recherche de l'appui. Donc il a le talon au sol. Tant que j'ai le talon au sol, je ne pivoterai pas. C'est pas possible. Donc il va falloir que je libère le talon et je le fasse passer devant. Et à partir de ce moment-là, mes hanches passent de profil et je peux être équilibré. L'autre point, c'est pour que ces gamins contrôlent la puissance, ça va être les contenus relatifs au moment où tu as pivoté. Alors moi je leur disais dissocier les étapes. Parce qu'en général, ils font quoi? Ils balancent tout en même temps. Ce qui fait qu'ils ont du mal à pivoter, du mal à contrôler. Donc ce serait plutôt l'idée de pivoter et donc d'avoir cette phase d'armée et de toucher et de réarmer. Donc moi ce que je leur disais, c'est au moment où tu touches, tu reviens en talon-fesse. Touche, tu reviens en talon-fesse. Et je couplais à, t'imagines que la cible, elle brûle. La cible, soit elle brûle, soit c'est un ressort. Et clac, le ressort te fait repartir. Après, on sait bien, vous savez bien, que les consignes métaphoriques, parfois chez les gosses, fonctionnent beaucoup mieux que des textes à rallonge. Voilà.